Dépasser une émotion, parce que ça crée une émotion tout ça. D'abord, bonjour Luc. À 63 ans, Mylène Farmer a enfin laissé tomber le masque. Ce qu'elle a murmuré n'était pas une confession de star, mais l'aveu d'une peur qui a gouverné toute sa vie, la peur d'être abandonnée. On a longtemps cru la connaître, l'icône insaisissable, la femme qui disparaît dès que les projecteurs s'éteignent. Pas de tabloïd, pas d'amour exhibé, pas de vie privée livrée en pâture. Mylène Farmer a bâti sa légende sur le silence, sur l'art de se dérober. Et pourtant, derrière cette forteresse, quelque chose battait. Une faille, une blessure que personne n'osait nommer. Car Mylène n'a jamais été seulement une chanteuse. Elle est un monde. Des paroles qui murmurent l'exil, des clips comme des rêves fiévreux, une présence scénique qui bouleverse sans jamais se livrer. Pendant 40 ans, elle a tout donné au public, sauf l'essentiel, sa vérité. Les fans devinèrent, la presse supposait. On parlait d'amour secret, de chagrin dissimulé, de distance infranchissable. Mais Mylène, elle, ne confirmait rien. Elle préférait la métaphore, le détour, l'ombre, jusqu'au jour où, sans bruit, sans scandale, elle a laissé échapper une phrase qui a tout changé. Une phrase simple, presque fragile, dans un documentaire où elle apparaissait non plus comme une icône, mais comme une femme. J'ai lâché prise parce que je n'ai plus peur d'être abandonnée. Des mots murmurés, mais qui résonnent comme un séisme. Ce n'était pas une révélation mondaine, c'était un tremblement intérieur. Pour la première fois, Mylène Farmer mettait un nom sur ce que beaucoup pressentaient depuis longtemps. La solitude. L'angoisse de perdre ceux qu'elle aime, la crainte que l'amour s'éteigne, que les gens partent, que les lumières s'éteignent et qu'il ne reste plus rien. Dès lors, tout s'éclaire autrement. Ces silences ne sont plus des caprices de diva, ils deviennent des murs dressés pour se protéger. Ces chansons ne sont plus seulement poétiques, elles deviennent des lettres d'adieu, ces spectacles des cérémonies intimes, où l'on se donne entièrement en sachant qu'il faudra se quitter. Et cette peur n'est pas un détail de biographie, elle est le fil rouge de toute son œuvre. Elle traverse ses textes, ses choix artistiques, ses relations. Elle explique pourquoi Mylène a toujours préféré l'ombre à l'exposition, la suggestion à la déclaration, l'invisible au spectaculaire. Elle explique aussi pourquoi, derrière la femme forte, il y a une sensibilité presque douloureuse. Mais alors, une question s'impose. Comment une artiste aussi puissante, adulée par des millions de fans, peut-elle être hantée par l'abandon ? D'où vient cette fragilité qui se cache derrière la perfection du mythe ? Pour comprendre, il faut cesser de regarder Mylène comme une légende et commencer à l'écouter comme une femme qui a aimé en secret, qui a créé dans la solitude, qui a construit sa carrière comme on érige une cathédrale, tout en redoutant que le sol se dérobe sous ses pieds. Car si Mylène Farmer a tant fasciné, ce n'est pas seulement par sa voix ou son image, c'est parce que, derrière le mystère, elle porte une blessure universelle, celle que chacun connaît, mais que peu osent avouer, la peur de perdre l'amour, la peur d'être laissé derrière. Et pour approcher cette vérité, il faut entrer là où elle a toujours vécu, dans l'ombre, dans l'histoire d'un amour qu'elle a protégé comme un trésor, loin des regards, loin du bruit, loin des flashs. Mais pour comprendre cette peur, il faut revenir à la seule cohistoire d'amour qu'elle a vécue dans le silence absolu. Personne ne l'a vu naître, personne ne l'a photographié, et pourtant pendant près de 20 ans, cet amour a été le centre secret de la vie de Mylène Farmer. Un amour sans tapis rouge, sans déclaration publique, sans mise en scène. Un amour vécu à voix basse. Tout commence au début des années 2000, loin des salons mondains et des plateaux de télévision. Mylène cherche un réalisateur d'animation pour donner une âme visuelle à l'une de ses chansons « C'est une belle journée ». Elle veut quelque chose de délicat, d'onirique, presque enfantin. On lui présente alors Benoît Di Sabatino, producteur, réalisateur, cofondateur du studio Moonscoop, figure respectée du monde de l'animation. Un homme discret, cultivé, amoureux d'art et de nature. La rencontre n'a rien de spectaculaire, pas de coup de foudre hollywoodien, plutôt une reconnaissance silencieuse. Benoît tombe immédiatement sous le charme du petit personnage animé qu'il doit mettre en scène. Mais très vite, ce n'est plus seulement la créature de papier qui l'attire, c'est la femme derrière la vision. Cette douceur grave, cette obscurité poétique, cette façon d'habiter le monde en retrait. Ce qui devait être une collaboration professionnelle devient, presque à leur insu, une relation intime. Mylène, si farouchement protégée, ouvre pour la première fois la porte de son monde intérieur.
Benoît devient l'un des rares êtres autorisés à y entrer. Il ne s'agit pas d'un amour flamboyant, c'est un amour de profondeur, une connexion d'esprit avant d'être celle des corps. Dans une rare interview, Mylène dira que ce qui la lie à lui, ce n'est pas le désir, mais l'intelligence, la sensibilité, la communion des âmes. Leur histoire se raconte ailleurs que dans les magazines. Elle se glisse dans les images, dans les chansons, dans les silences. Benoît réalise plusieurs de ses clips. L'amour n'est rien, appelle mon numéro, c'est une belle journée. Autant de films courts où la tendresse, l'intimité, la légèreté dissimulent un dialogue amoureux. Ils ne disent jamais « nous », ils disent « nous » en métaphore. Même dans ses textes, Mylène se laisse aller à une vulnérabilité inédite. Elle ne chante pas un homme comme un trophée, mais comme un refuge. Pas un amant flamboyant, mais un sanctuaire. L'esprit avant le corps, l'émotion avant le spectacle. Pour la première fois, l'icône inaccessible devient une femme presque dévouée. Et pourtant tout est fait pour que cette relation reste invisible. En près de 20 ans, presque aucune photo, pas d'apparition officielle, pas de confidence. Leur couple n'existe que pour ceux qui savent regarder dans les interstices. Une seule image publique, ou presque, leur silhouette côte à côte lors des obsèques de l'acteur Jean Rochefort en 2017. 2 visages fermés, une tristesse contenue, rien de plus. Tout le reste appartient au silence. Ce choix n'est pas anodin. Il n'est pas seulement le fruit d'une pudeur, il est une nécessité intérieure. Pour Mylène, aimer sous les projecteurs, c'est exposer ce qu'elle a de plus fragile. Elle qui craint la perte, l'abandon, sait que la lumière dévore ce qu'elle touche. Alors elle protège cet amour comme on protège un feu dans la nuit, en le cachant du vent. Ceux qui les entourent parlent d'un équilibre rare. Benoît, chaleureux, ancré dans le réel, apporte une stabilité émotionnelle à cette femme habitée par la mélancolie. Là où elle flotte dans les nuages, il est la terre. Là où elle doute, il rassure. Ensemble, ils inventent un monde à deux à l'abri des regards. Pas de scandale, pas de rupture médiatisée, seulement une longue complicité faite de respect, de création, de confiance. Mais cette invisibilité, si belle soit-elle, porte en elle une fragilité. Car aimer dans l'ombre, c'est aussi accepter que personne ne puisse témoigner quand l'amour s'effrite. Aucun bruit, aucun fracas, seulement le silence. Le même silence qui avait protégé la relation. Et dans ce silence, quelque chose va commencer à se fissurer. Mais même les amours les plus discrets ne sont pas à l'abri d'une fracture. On ne s'en est pas aperçu tout de suite. Il n'y a pas eu de photos volées, pas de déclaration, pas de nous devenus je. Rien de spectaculaire. Seulement des silences plus longs, des absences qui, peu à peu, ont cessé d'être anodines. Comme si l'amour, chez Mylène Farmer, avait choisi de s'éteindre de la même façon qu'il était né, sans bruit. Puis survient l'ultime création, un documentaire diffusé en 2020, rare, intime, presque dérangeant par sa sincérité. Pour la première fois de sa carrière, Mylène ne se montre plus comme une figure mythique, mais comme une femme fragile, fatiguée, traversée par l'angoisse. On la voit seule dans sa loge, le dos voûté après un concert, lorsque les applaudissements se sont tus et que les couloirs se vident. Et dans cette solitude, elle prononce des mots qui bouleversent son propre mythe. « J'ai lâché prise parce que je n'ai plus peur d'être abandonnée ». Cette phrase, à elle seule, agit comme un révélateur. Car derrière sa simplicité se cache un aveu immense. Si elle n'a plus peur d'être abandonnée, c'est qu'elle a longtemps vécu avec cette crainte comme une compagne invisible. Et soudain, tout prend sens, sa retenue, son besoin de contrôle, sa manière d'aimer sans se montrer, comme si chaque attachement portait en lui la certitude d'une fin. Dans le film, elle ne prononce jamais le nom de Benoît. Elle n'en a pas besoin. L'absence est partout, dans les silences entre les phrases, dans les regards qui se perdent, dans cette mélancolie calme, presque résignée. Ce n'est pas un drame exhibé, c'est un deuil intérieur. Les années passent. En 2024, les rumeurs commencent à circuler. Séparation ? Éloignement ? Rien n'est confirmé. Fidèle à elle-même, Mylène ne dément pas, ne valide pas. Mais dans une interview accordée à Gala, elle parle de l'amour comme d'une chose fragile, soumise à l'érosion du temps. Quand on se rend compte qu'on ne s'aime plus, il faut avoir la force de le dire sans blesser l'autre. Il n'y a aucune amertume dans sa voix, seulement une lucidité triste, comme si elle avait accepté la fin d'un chapitre. On lui demande si elle vit une nouvelle histoire. Elle répond avec une pointe d'humour mélancolique. « Je vis avec un capucin,
Pas un moine, un petit singe. Une plaisanterie légère, presque tendre, mais qui laisse transparaître une solitude assumée, pas une solitude amère, une solitude paisible. Comme si, après tant d'années à aimer dans l'ombre, elle avait appris à vivre avec le vide. Et c'est là que la peur de l'abandon apparaît dans toute sa complexité, car ce n'est pas seulement la peur de perdre l'autre, c'est aussi la peur d'être envahi, de dépendre, de se dissoudre dans une relation. Mylène Farmer vit dans un paradoxe permanent. Elle désire la proximité, mais redoute la vulnérabilité qu'elle implique. Elle invite l'amour à entrer, tout en gardant la clé dans sa poche. Cette ambivalence se lit dans son œuvre. Chaque chanson semble à la fois une déclaration et un adieu. Chaque spectacle, une offrande et une séparation. Plus la foule est immense, plus le retour au silence est brutal. Dans l'ultime création, elle murmure « Quand les gens partent, je me sens vide ». Ce n'est pas la plainte d'une diva, c'est la confession d'une femme qui vit dans l'anticipation constante de la perte. Ainsi, la possible rupture avec Benoît Di Sabatino n'est pas un simple épisode sentimental. Elle devient un miroir de cette blessure plus profonde. Aimer, pour Mylène, c'est toujours risquer de perdre. Et perdre, c'est raviver une peur ancienne, enracinée bien avant la célébrité, bien avant les scènes et les projecteurs. Car si cet amour s'est éteint sans éclat, c'est peut-être parce qu'il touchait à la partie la plus vulnérable d'elle-même. Là où la lumière ne pénètre pas. Là où se cache l'enfant qui a appris très tôt que les attaches peuvent se rompre. Mais avant Benoît, un autre homme avait déjà marqué son cœur et façonné son destin artistique. Avant Benoît, il y eut un autre homme, un homme sans lequel Mylène Farmer ne serait peut-être jamais devenue Mylène Farmer. Laurent Boutonnat. Compositeur, réalisateur, scénariste, mais surtout architecte de son mythe. Leur rencontre, au milieu des années 1980, n'est pas une idylle ordinaire, c'est une collision de deux solitudes créatrices. Lui voit en elle bien plus qu'une chanteuse. Il voit une figure à façonner, une énigme à révéler. Elle, encore fragile, trouve en lui un guide, un miroir, un complice. Ensemble, ils inventent un univers inédit dans la pop française. Baroque, cinématographique, érotique, cérébral, les chansons deviennent des poèmes murmurés, les clips de véritables courts-métrages. Libertine, Tristana, Sans contrefaçon, Désenchanté, chaque œuvre repousse les limites, choque, fascine, imprime une signature. Mais derrière l'alchimie artistique, une relation plus intime se tisse, jamais officiellement déclarée, pourtant longtemps pressentie. Deux êtres introvertis, farouchement protecteurs de leur intimité, unis par une vision commune. Leur amour n'est pas fait de démonstration, il est fait de création, d'exigence, d'obsession presque. Laurent est perfectionniste, parfois autoritaire. Mylène, qu'on croit docile, est en réalité farouchement indépendante. Elle porte déjà ses fêlures. Timidité, angoisse, cette peur sourde d'être quittée. Le sommet arrive avec Giorgino, un film sombre, ambitieux, personnel, porté par leurs rêves communs, mais le public ne suit pas. Échec critique, échec commercial. Pour Boutonnat, c'est un choc. Pour Mylène, un basculement. Comme si l'œuvre qui devait sceller leur légende avait ouvert une fracture. Peu après, leur collaboration s'interrompt. Et avec elle, probablement, leur histoire amoureuse. Rien ne s'étale dans la presse. Pas de drame public. Seulement un silence plus lourd. Mylène s'éloigne, quitte la France, s'installe à Los Angeles. Elle parlera plus tard d'un exil, d'une fuite, fuite de la célébrité, peut-être aussi d'un amour devenu trop intense, trop lié à la douleur. Son art change. Les orchestrations grandioses laissent pas de place à une pop plus épurée, plus intérieure. Les textes se font plus solitaires. La blessure, elle, demeure. Comme si la rupture avec Laurent avait confirmé ce que son cœur redoutait déjà. Même les liens les plus fusionnels peuvent se rompre. Ils se retrouveront pourtant. Années plus tard, comme deux anciens amants qui auraient transformé la passion en respect. Album commun, projet partagé, mais l'équilibre a changé. Mylène est plus sûre d'elle, plus maîtresse de sa trajectoire. Leur relation n'est plus amoureuse, elle est devenue fraternelle, presque mythique. Laurent restera une présence essentielle dans son univers, mais le feu s'est apaisé. Et dans cette histoire, un contraste se dessine. Laurent, c'était l'incandescence, la création à la limite de la brûlure. Benoît, ce sera plus tard la douceur, la stabilité, la terre. Deux formes d'amour, deux manières d'aimer une femme qui, au fond, n'a jamais cessé de craindre de perdre ce qu'elle aime.
Car la rupture avec Laurent n'a pas seulement changé son œuvre, elle a renforcé une certitude intime. L'amour, même sublime, est fragile. Et lorsque l'on aime avec cette intensité, la perte n'est jamais loin. Mais cette peur n'est pas née dans ses relations d'adulte. Elle plonge ses racines bien plus tôt, dans l'enfance. La peur de l'abandon n'est pas entrée dans la vie de Mylène Farmer par une rupture amoureuse. Elle est bien plus ancienne. Elle naît là où tout se forme, dans l'enfance. Avant les scènes, avant les projecteurs, avant les hommes qui ont marqué son cœur, il y a une petite fille arrachée à son monde. Mylène Gauthier naît au Québec, un territoire vaste, lumineux, presque sauvage. Elle y construit ses premiers repères, sa première langue, sa première idée du foyer. Puis, à l'âge de 8 ans, tout s'interrompt. Sa famille décide de retourner vivre en France. Un déplacement géographique, oui, mais surtout une fracture intérieure. Elle quitte un pays, une enfance, une version d'elle-même encore en formation. Elle a souvent laissé entendre que cette transplantation précoce l'a profondément marquée. « Je me sens toujours un peu étrangère », dira-t-elle un jour. Une phrase simple mais lourde de sens. À partir de là, le monde n'est plus un lieu sûr. Elle apprend que l'on peut être arraché à ce que l'on aime, que les racines peuvent donc se rompre sans prévenir. Cette sensation de déracinement devient un fil invisible qui traverse toute sa vie. Dans ses chansons, les thèmes de l'exil, de la perte, de l'errance reviennent sans cesse. Ainsi soit-je, Désenchanté, Inamoramento, autant de variations sur une même douleur. Les êtres partent, l'amour s'efface, il ne reste que la mémoire. Cette blessure d'enfance explique aussi son rapport au monde. Mylène se protège par le silence. Elle s'entoure d'un mur invisible. Peu d'amitié durable, peu de confidence, des relations choisies avec une extrême prudence. Même la célébrité, qu'elle n'a jamais recherchée pour elle-même, devient une forme d'isolement. Plus elle est aimée, plus elle se tient à distance, comme si l'excès d'affection menaçait de réveiller la peur de perdre. Sur scène, pourtant, elle donne tout. Elle se livre corps et âme, mais cette générosité cache un paradoxe. Chaque concert est aussi une séparation. Dans l'ultime création, elle l'avoue avec une honnêteté désarmante. Après la foule, après les applaudissements, il reste le silence. Et dans ce silence, le vide. Quand les gens partent, je me sens vide. Ce n'est pas une pose d'artiste. C'est la voix d'une femme qui vit dans l'anticipation constante de la perte. Sa recherche obsessionnelle du contrôle prend alors un autre sens. Chaque détail de ses spectacles, de la lumière à la chorégraphie, est minutieusement supervisé. Elle délègue peu, non par autoritarisme, mais par instinct de survie. Lâcher prise, c'est accepter de dépendre. Et dépendre, c'est risquer d'être abandonné. Le contrôle devient un bouclier contre la déception. Et pourtant, malgré cette fragilité, le lien avec son public est d'une intensité rare. Ses fans ne la vénèrent pas comme une idole inaccessible, ils la reconnaissent comme une âme sœur. Sa douleur reflète la leur, sa solitude leur parle. Elle ne promet pas la guérison, elle offre la compréhension. Dans un monde souvent superficiel, Mylène ose la nudité émotionnelle. Elle transforme l'abandon en expérience partagée. Ainsi, ce que beaucoup ont perçu comme de la froideur est en réalité une hypersensibilité. Ce que l'on a appelé mystère est souvent une protection. Derrière l'icône, il y a une enfant qui a appris trop tôt que l'on peut être arraché à ce que l'on aime. Et cette peur, loin de la paralyser, a nourri son art. Elle a donné à ses chansons leur profondeur, à ses performances leur intensité, à ses silences leur éloquence. Alors, que reste-t-il quand on rassemble tous les fragments de cette vie ? Des amours vécus dans l'ombre, des ruptures de murmurés, une enfance déracinée, des silences plus éloquents que les déclarations. Une certitude s'impose. Chez Mylène Farmer, la peur de l'abandon n'est pas un accident, c'est une force souterraine, une énergie secrète qui a façonné sa voix, ses textes, sa façon d'être au monde. On a souvent présenté cette fragilité comme une faiblesse, comme si la vulnérabilité était incompatible avec la grandeur. Mais si c'était l'inverse, si c'était précisément cette peur d'être quitté, oublié, remplacé, qui avait donné à son œuvre cette intensité rare, si chaque chanson, chaque tournée, chaque image n'était pas seulement une création, mais une tentative de retenir ce qui menace de s'éloigner. Regardez son parcours, elle ne promet jamais l'éternité. Elle parle d'adieu, de départ, d'exils intérieurs. Même quand elle célèbre l'amour, elle en pressent la fin. Elle n'écrit pas pour posséder l'autre,
mais pour l'accompagner dans sa possible disparition. C'est ce qui rend ces mots si humains. Là où d'autres chantent la conquête, elle chante la perte. Là où d'autres crient leur présence, elle murmure la fragilité du lien. Et c'est peut-être pour cela que son public, depuis plus de 40 ans, ne l'a jamais abandonnée. Parce que Mylène ne se place pas au-dessus, elle se place à côté. Elle ne promet pas le bonheur, elle promet la reconnaissance de nos failles. Elle dit, en creux, vous n'êtes pas seul à avoir peur de perdre. Dans ces silences, des millions de spectateurs se reconnaissent. On pourrait comparer Mylène à d'autres grandes figures de la chanson marquées par la solitude et la blessure. Dalida, Barbara, même certaines icônes internationales qui ont payé le prix de leur hypersensibilité. Mais chez Mylène, la douleur ne devient jamais spectacle. Elle est transfigurée en art, en beauté, en retenue, elle ne s'exhibe pas, elle se révèle par fragments. Alors, la question n'est plus seulement de savoir ce qu'elle a vécu, la question est ce que cela a produit. Car sans cette peur, y aurait-il eu cette voix qui tremble sans jamais se briser, ces mots qui parlent à ceux qui doutent, cette manière unique de faire de chaque concert une offrande et un adieu? Peut-être que Mylène Farmer sera toujours cette femme qui craint d'être laissée derrière. Peut-être que cette angoisse ne la quittera jamais. Mais en la transformant en musique, en images, en poésie, elle a offert à des millions de personnes un miroir de leurs propres blessures. Elle n'a pas effacé l'abandon, elle l'a rendu partageable. Et c'est là, peut-être, que réside son génie. Alors, je vous pose la question, à vous qui regardez cette histoire, pensez-vous que la peur de l'abandon a été la clé de la grandeur artistique de Mylène Farmer, ou au contraire, le mur invisible qui l'a empêché de vivre un amour plus libre, plus apaisé? Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais vraiment lire votre regard sur cette femme qui a tant donné sans jamais se livrer entièrement. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager avec ceux qui aiment comprendre l'âme des grands artistes, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines plongées dans la vie des icônes. Parce qu'au fond, derrière chaque légende, il y a toujours un cœur qui a peur de perdre.